Bon, OK. Bonjour à tous. Donc, on vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ce jeudi de la philanthropie. On va enregistrer si ça gêne quelqu'un qu'il le dise. Sinon, vous pouvez accepter sur la petite fenêtre qui vient de s'afficher. On a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvain. Sylvain Lefebvre, qui est professeur au département de stratégie et responsabilité sociale et environnementale de l'ESG. Il est membre du PhilAb et aussi du CRIS, le Centre de recherche sur les innovations sociales, et aussi coprésident du TIES, Territoire innovant et économie sociale et solidaire. Il travaille sur ces questions de l'action collective et sur la question et le rôle aussi des fondations et de la philanthropie. On apprécie beaucoup Sylvain, ses qualités de professeur, mais aussi ses qualités humaines, parce que c'est grâce à lui et à Jean-Marc Fontan que nous avons réussi à monter. Ils nous ont beaucoup, beaucoup aidé à monter l'Observatoire de la philanthropie. Donc, nous sommes très heureux de t'avoir aujourd'hui comme invité, Sylvain. À toi la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, même à distance, pour vous parler d'un petit livre, enfin petit par le nombre de pages, qu'on a fait paraître avec Anne Monnier en 2021, qui s'appelle Philanthrope en démocratie. Donc effectivement, moi je suis prof à l'ESG-UQAM, mais au niveau de ma discipline de recherche, moi je viens des sciences politiques et de la sociologie. Et donc, on a fait ce livre qui est paru en 2021. Je vais prendre une vingtaine de minutes pour vous en parler. Mon but, c'est que vous ayez envie de le lire. Donc, je ne vais pas tout vous raconter. Je vais passer plus vite sur certains éléments pour vous garder le bonheur de découvrir certains chapitres. C'est un livre qui est paru en 2021, sur lequel on a commencé à travailler en 2019. Et pour rentrer vraiment dedans, on va dire deux événements qui qu'on nourrit notre réflexion à ce moment-là. À gauche, puis là, j'allais dire, j'entends que j'ai un auditoire en partie français, donc ça va vous parler. À gauche, c'est printemps 2019, l'incendie de Notre-Dame de Paris. On est dans une période encore très marquée par les mobilisations autour des Gilets jaunes, dans des débats sur la justice fiscale, sur les dépenses publiques par rapport à un certain nombre de problèmes sociaux, environnementaux, avec une ritournelle sur le fait qu'il n'y a pas assez d'argent, sur le fait aussi que on ne peut pas mettre à contribution les entreprises ou les plus fortunés parce que sinon ils vont partir s'installer ailleurs, etc. Bon, Notre-Dame de Paris brûle et en quelques jours, 850 millions d'euros sont collectés et en quelques heures même, donc 200 millions sont promis par la famille Arnault, 100 millions par Kering-Pinot, 100 millions par Total, 200 millions par la famille Bettencourt et L'Oréal. Et se pose en fait rapidement dans le débat, et c'était intéressant parce que moi qui travaille sur ces questions-là depuis une dizaine d'années, c'est la première fois que j'entendais dans le débat public en France aussi directement les enjeux de philanthropie cadrés en termes de justice fiscale. Je suis à ce moment-là en France, en fait, et j'écoute la radio. Je fais semblant de ne pas voir mon téléphone qui clignote parce que Radio-Canada veut que je leur parle de ce qui se passe avec Notre-Dame de Paris. Et j'écoute la radio et j'entends Monsieur Ayagon, qui est directeur général de la collection Pinault à la radio, qui parle de l'engagement de la famille de Pinault, Kering-Pinot, en termes de dons, et qui propose de décréter Notre-Dame trésor national pour bénéficier de la déduction d'impôt de 90% prévue par la loi sur le mécénat, dite loi Ayagon, qu'il a lui-même mis en place en 2003 alors qu'il était ministre de la Culture. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit bien à la fois ce cadrage des règles fiscales qui entourent la philanthropie. On voit le chassé-croisé entre domaine public, domaine privé, ce qui relève de problèmes publics, ce qui relève de financement privé, ce qui relève d'incitation publique, donc fiscale, à la générosité privée. On repère ce qui se joue derrière les cloisons très étanches entre ce qui relève de l'État, ce qui relève de la philanthropie, aussi des chassés-croisés en termes de position et de personnes qui peuvent être d'un côté ministre, puis après travailler comme directeur général d'une collection philanthropique.
Donc moi, ça m'intéressait beaucoup. Et évidemment, ça nous permet dans ce débat-là, de rappeler que les arbitrages sont différents, les architectures fiscales sont différentes au Canada et en France, mais dans les deux cas, c'est près de 50% d'argent public qui est impliqué via les contributions fiscales dans les dons privés. Et on entend à ce moment-là parler de la philanthropie, non plus comme le don de ressources privées pour résoudre des problèmes publics, ce qui est souvent la définition qui est donnée de la philanthropie, mais d'un financement public d'initiatives privées liées à des causes d'intérêt pourtant général, ce qui est le cas quand on parle tout d'un coup dans le débat de ce que coûtent à la collectivité les engagements, les générosités privées. Et en disant, mais 200 millions d'engagements privés en générosité, ça veut dire que par les jeux d'abattements fiscaux, ça peut coûter 50% à la collectivité. Alors moi, ça m'intéressait beaucoup d'entendre ces débats-là articulés de cette manière-là, parce que c'était une des premières fois que je l'entendais comme ça. Et se pose la question aussi si c'est un investissement collectif, et pas seulement un geste privé, si c'est un investissement collectif, ça pose la question de la reddition de comptes et des comptes qu'ont à rendre les fondations, puisque de l'argent public est impliqué. À droite, dans la même période à peu près, la fondation, Bill Gates comme personne, et les enjeux autour de la fondation Bill et Melinda Gates. C'est les fonds de recherche du Québec qui avaient fait une petite infographie pour répondre à un certain nombre de rumeurs ou de choses vraies ou d'allégations entourant la fondation Bill Gates. Donc la fondation Gates, qui est premier contributeur privé de l'Organisation mondiale pour la santé, donc c'est environ 200 millions de dons en 2018-2019. Printemps 2020, pandémie, en quelques jours, 250 millions donnés donc, contre la pandémie, dont 100 millions pour l'Afrique spécifiquement. Et dans un premier temps, une reconnaissance à la fois de l'apport financier, mais aussi de l'engagement personnel de Bill Gates, qui n'est pas seulement un donateur à distance, c'est quelqu'un qui s'engage, qui essaie d'aller convaincre les gouvernements, qui est présent dans les instances internationales dans ces débats-là. On reconnaît aussi sa compétence, ressurgissent des vidéos montrant qu'il avait prévu et qu'il poussait depuis longtemps pour la coopération internationale pour la vaccination contre la pandémie. Et en même temps, on voit aussi fleurir sur Internet toute une frénésie complotiste autour de Bill Gates. Cette même vidéo montrant quand il parle de la nécessaire vaccination par rapport pour un virus mondial, on revoit en fait des vieux schèmes de pensée autour du pouvoir de l'ombre, du pouvoir caché. Et c'est intéressant parce que là, on voit la philanthropie devenir un petit peu l'archétype de ce pouvoir à distance, pouvoir de l'ombre, pouvoir dissimulé, d'autant plus puissant qu'il ne dit pas son nom. Et là, on voit Bill Gates supplanter George Soros, qui jusqu'ici était un petit peu la figure dans la pensée complotiste la plus mise en avant. Alors, George Soros, en plus, étant juif, il a droit au vocable antisémite sur la main de l'étranger qui tire les ficelles, la finance apatride, déracinée, les ennemis de l'intérieur. Viktor Orban le qualifie souvent comme ça. Mais derrière tous ces questionnements-là, ce qui est intéressant pour quelqu'un qui travaille sur la philanthropie et la manière dont on en parle dans les débats publics, c'est de comprendre les questions que ça pose sur la légitimité des interventions philanthropiques, qui prend des décisions pour des centaines de millions de personnes, sans mécanisme de reddition de comptes, sans mandat, sans responsabilité clairement établie. Et donc voilà, on avait tout ça en tête en écrivant ce livre, ce court livre Philanthrope en démocratie. Ce qui nous intéresse, pour le dire vite, c'est pas du tout est-ce que la philanthropie est une inclinaison morale propre à un individu, qu'est-ce qu'il a au fond de son cœur, qu'est-ce qu'il veut. Non, ce qui nous intéresse, c'est ni même la stratégie d'une organisation ici, d'une fondation, sur laquelle moi je travaille à côté dans mes travaux. Ce qui nous intéressait dans ce livre, c'est de cadrer la philanthropie comme un enjeu démocratique et collectif. Et il y a trois manières de voir la philanthropie comme sous cet angle, c'est-à-dire à la fois les liens à l'État, la relation et les relations entre la philanthropie et l'État, y compris en jouant de focale historique, de comparaison selon les types d'États, selon les périodes historiques aussi. Deuxièmement, de réfléchir à la légitimité des philanthropes, et notamment des grands philanthropes, de la grande philanthropie, du lien à la plutocratie, donc le pouvoir des plus riches, hein, le pouvoir conféré par la philanthropie, par la conversion des capitaux
économiques en pouvoir dans le domaine culturel, politique, social. Bon. Et troisièmement, ce qui nous intéressait, c'était de réfléchir aussi aux pratiques de démocratisation de la philanthropie. Est-ce qu'il y a des pratiques plus élitistes ou des pratiques plus démocratiques dans le champ de la philanthropie? Et notre livre, il porte surtout sur les deuxième et troisième points, même si on aborde un petit peu le premier. Il porte plus spécifiquement sur la légitimité de la grande philanthropie à l'échelle nationale et internationale. Un petit mot sur le contexte du livre. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection de la vie des idées, mais moi je la connais bien et je l'apprécie beaucoup, donc j'étais très content qu'on me demande de faire un livre dans cette collection. Je l'aime pour plusieurs raisons. D'abord, souvent, c'est des petits bouquins qui prennent un thème particulier et on demande à deux chercheurs de choisir des textes qui sont pour certains déjà parus sur le site de la vie des idées, pour d'autres de faire des commandes à des spécialistes, en 5-6 textes ciblés, de permettre d'entrer dans une thématique. Et je l'aime aussi, cette collection-là, parce que ça fait des petits livres courts, de moins de 100 pages, mais souvent assez incisifs, et avec des experts reconnus. Je ne me jette pas de fleurs, je veux dire que nous, on a choisi des experts reconnus pour intervenir dans le livre. Et je l'aime aussi, et je commence moi souvent par là ma lecture des livres de cette collection, parce qu'il y a une bibliographie commentée à la fin. Et on demande donc aux responsables du livre de faire une petite... de décrire les 20 livres qu'ils trouvent les plus intéressants sur la thématique, et en 5-6 lignes, pourquoi ces bouquins-là sont très intéressants. Alors, on s'est prêté au jeu, et vous pourrez voir ce qui nous paraît les livres les plus incontournables sur cette thématique-là, et moi, je trouve ça intéressant. Collaboration avec Anne Monnier, qui est une chercheuse que vous connaissez peut-être, qui est française, qui a beaucoup travaillé sur la philanthropie transnationale dans le domaine culturel, notamment. Notamment, elle a fait cet ouvrage tiré de sa thèse « Nos chers amis américains », qui est un ouvrage formidable du point de vue historique, de la compréhension des rouages de la philanthropie transnationale, passionnant. Et Anne et moi, on se connaît bien. Et tous les deux aussi, on collabore de plusieurs manières. Donc, c'était une collaboration qui était assez facile. Elle vient plutôt de sociologie, moi plutôt de sciences politiques, mais elle est française, mais a beaucoup travaillé sur l'Amérique du Nord. Moi, je suis en Amérique du Nord, mais j'ai beaucoup travaillé sur la France. Donc, c'était simple de travailler ensemble. Et le choix des chapitres, justement, on a été chercher des chapitres, des coups de sonde très thématiques, des fois très précis, qui nous paraissaient particulièrement éclairants sur cette grande thématique de philanthrope en démocratie. Alors, je vais passer vite dans les chapitres, vraiment à chaque fois plus pour vous donner la piqûre, vous donner envie de lire ces chapitres. On a choisi un premier chapitre par Nagisa Mitsushima, qui est une docteure en sciences politiques, historienne aussi, et qui, son chapitre s'appelle « Philanthropie et aggiornamento électoral, le redéploiement des stratégies élitaires 1815-1848 ». Alors, c'est un chapitre vraiment extrêmement intéressant, qui s'intéresse à une période particulière. 1815-1848, en France, c'est la période du suffrage censitaire. Donc, ça veut dire qu'il faut détenir une certaine fortune, à la fois pour se présenter aux élections et pour avoir le droit de vote. Et ce suffrage censitaire, il change les règles en fait, d'accès au champ politique. Ce ne sont plus les mêmes qu'avant qui peuvent avoir accès. Et elle suit la carrière philanthropique de 320 philanthropes réformateurs, qui se décrivent comme tels. Et c'est des gens pour qui le nouvel ordre électoral est un problème. En fait, ils ont moins accès à la scène politique, au champ du pouvoir qu'ils l'avaient auparavant. Et ils vont se servir de la philanthropie pour faire de la politique autrement, pour le dire comme ça. Et en fait, ils vont parler de la philanthropie, d'une part, comme un espace où ce qui compte, c'est la capacité. Donc, c'est les élites réformatrices de la capacité. On a des savoirs, donc c'est la politique par la capacité contre la politique par l'élection, qui est la scène représentative. Et donc, eux, ils délaissent la scène représentative pour dire, nous, on fait de la vraie politique, donc celle qui fonctionne par la capacité. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un moment où on voit la philanthropie qui devient une scène alternative à la représentation politique et où on présente la philanthropie comme vraiment la politique en action contre la guerre des places. Et c'est vraiment... alors, elle décrit plusieurs types de philanthropes réformateurs, philanthropie éclairée, la philanthropie industrieuse, la philanthropie désargentée, il y a plusieurs profils. Et ils vont même vouloir créer un parti à l'Assemblée, le Parti philanthropique,
militants de l'apolitisme qui se disent absolument apolitiques et dire la philanthropie, c'est la vraie politique, donc apolitique dans le sens contre la lutte des places, et c'est l'ordre capacitaire contre l'ordre électoral. Donc c'est à la fois un moment qui est très particulier dans l'histoire, qui va se refermer en 1848, parce que là c'est le suffrage universel, donc c'est encore d'autres règles du jeu. Mais c'est intéressant parce qu'encore aujourd'hui, on entend un peu ça quand on travaille sur la philanthropie, que quelque part la philanthropie c'est une manière de faire de la vraie, d'être vraiment dans l'action, alors que la scène politique électorale est vue comme vaine, une perte de temps, c'est pas là que se jouent les vrais enjeux. Alors il y a une pérennité quelque part à cette pensée-là, d'élitisme capacitaire. Bon. Il y a un deuxième chapitre, là aussi avec une perspective un peu historique, qui reprend une table ronde qui avait été publiée entre 4 experts, Anne Bourri, qui est sociologue, Nicolas Guillot, qui est historien, Sabine Rosier, politiste, et Olivier Zins, historien, qui a écrit une histoire de la philanthropie aux États-Unis magnifique. Et c'est très intéressant ce débat parce que c'est vraiment un débat qui s'oppose aux approches culturalistes, aux court-circuits culturalistes qu'on fait souvent, avec ces beaux tableaux bien séparés sur les États-Unis, c'est l'État faible, donc la société forte, avec une philanthropie forte. La France, c'est un État fort, donc une société faible, avec une philanthropie faible. Boum, tout ça explose dans ce débat-là, totalement. Donc contre les approches culturalistes, essentialistes, intemporelles, qui opposent le modèle français au modèle états-unien, contre tous ces clichés-là, autant les clichés de la réticence française à la philanthropie qu'à ceux de la philanthropie états-unienne qui se construiraient contre l'État. On revisite complètement l'histoire philanthropique de ces deux pays. Et il montre très bien comment l'évolution de la philanthropie, en fait, elle se donne surtout à comprendre à travers l'évolution du capitalisme, c'est-à-dire c'est aussi l'évolution des foyers d'accumulation du capital, des formes de légitimation morale de l'économie, des frontières de ce qui est marché et hors marché, des types de capitalisme. Il montre bien comment il y a des types de capitalisme qui produisent des types de philanthropie différentes selon les époques. Et de l'évolution donc du capitalisme et l'évolution de l'État et du rôle donné à la philanthropie par l'outil fiscal, par le périmètre légal de l'intérêt général. C'est l'État qui définit ce qui fait partie de l'intérêt général ou ce qui fait partie de la bienfaisance. Et donc, il y a une instrumentalisation de la philanthropie par l'État hyper importante, et autant en France qu'aux États-Unis. Il montre aussi la très grande diversité des donateurs et de leurs engagements. Donc, voilà, ça permet de parler d'un champ philanthropique, d'en comprendre des polarités très différentes, des configurations qui évoluent historiquement et de faire éclater au passage quelques clichés. Le chapitre de Peter Hegel, politiste de l'Université américaine de Paris, qui s'intéresse au pouvoir des milliardaires philanthropes dans la politique mondiale. Donc, j'ai parlé de Bill Gates et de George Soros en introduction. Il s'intéresse à ces deux personnages-là dans la politique mondiale. Pour l'un, donc Bill Gates, plutôt connu à travers sa fondation sur la santé mondiale. Pour Soros, il revisite son investissement en Europe, notamment la Révolution des Roses en Géorgie en 2003, pour laquelle l'Open Society, qui est la fondation de Soros, le réseau de fondation de Soros, a été impliqué. Mais surtout, dans ce chapitre-là, il s'intéresse sur la spécificité du pouvoir, le type de pouvoir qu'ont ces philanthropes-là. Ce pouvoir très particulier qui est hors de l'État national, et il montre bien comment leur pouvoir, il tient d'une part à leur flexibilité, la flexibilité de leurs interventions. Tout d'un coup, ils peuvent choisir de s'engager, de se rétracter à leur guise. Ils sont là, ils disparaissent, ils sont dans le champ politique, mais ils en sont à distance. Ils ne participent pas à la compétition électorale. Quand on veut les saisir et dire « vous faites de la politique », ils peuvent s'en aller et dire « pas du tout ». Ce jeu, on va dire, d'acupuncture politique, ils appuient fort à un endroit, au niveau des financements, sur des endroits qui paraissent décisifs, sur tel réseau, tel acteur, telle institution, y compris c'est des financements internationaux, mais qui vont appuyer des fois souvent localement, en contournant l'échelon national. Donc, il montre bien vraiment la forme de pouvoir très spécifique, mondiale, dans le sens de transnational et échappant aux règles nationales de ces pouvoirs-là, et y compris le grand paradoxe qui est que l'un comme l'autre, les fondations de Gates et Soros, aujourd'hui, sont des financeurs très importants des institutions internationales.
Et ce n'est pas le moindre des paradoxes. On pourrait dire que c'est une privatisation de l'action politique mondiale. En fait, c'est des grands soutiens des institutions publiques. Bill Gates avec la fondation, avec l'OMS, hein, vous vous souvenez peut-être au début de la pandémie, c'est le moment où Donald Trump dit que les États-Unis vont sortir du financement de l'OMS. Et à ce moment-là, ça fait de la fondation Bill et Melinda Gates le premier contributeur au total, privé et public, de l'OMS. Et George Soros, la fondation d'Open Society, est un soutien très important de plusieurs institutions au niveau de l'Union européenne notamment. Alors, ce n'est pas le moindre des paradoxes que ce soit des financements privés qui soutiennent au niveau international des institutions qui aujourd'hui sont largement définancées par le retrait des États des institutions du multilatéralisme. Alors là aussi, ça fait éclater quelques clichés au passage. Le dernier chapitre, c'est celui d'Edouard Morena, politiste qui s'interroge sur le rôle des fondations, notamment des grandes fondations anglo-saxonnes, dans la politique climatique mondiale à l'occasion de leur engagement dans les grands sommets internationaux, et notamment le One Planet Summit, qui était le Paris 2017, hein, les engagements appelés les engagements de Paris. Et il fait l'histoire en fait du soutien des fondations sur les enjeux environnementaux. Il revient aux années 80. Il montre bien comment dans les années 80, il y avait un soutien aux recherches sur les changements climatiques par des financements à des ONG, des experts, des institutions multilatérales, notamment par les fondations Ford et Rockefeller, qui vont paradoxalement se détourner des enjeux climatiques dans les années 90. Et aujourd'hui, en fait, les gros joueurs, ce sont de nouvelles fondations qui viennent plutôt du courant philanthro-capitaliste, donc liées à la tech, liées à la finance, donc complètement une autre vision de la philanthropie, et qui promeuvent beaucoup les mécanismes de marché comme solution, alors pas du tout la recherche, mais les mécanismes de marché comme solution aux problèmes environnementaux. Donc le financement d'entreprises porteuses de solutions technologiques pour l'économie faible en carbone, le financement de mécanismes type marché du carbone. Donc il explique bien qui s'engage parmi les fondations, le rôle qu'elles jouent, et paradoxalement, je pense que je suis à un paradoxe par chapitre, hein, en fait, le très faible poids du financement des acteurs philanthropiques, c'est moins de 0,1% du financement de l'action climatique qui repose sur les fondations. Donc c'est très faible, mais elles appuient là où c'est important. Et donc elles ont des rôles extrêmement forts aujourd'hui, y compris pour faire pression sur les gouvernements, parfois pour qu'ils donnent davantage, ou d'appui à quelques réseaux qui sont importants. Donc, vous découvrirez ça dans ce chapitre-là. Et en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que 3 points, en fait, une sorte de conclusion que je n'ai pas écrite dans le livre, mais que du coup, je vous livre. Premièrement, dans ce livre, je pense qu'un des fils rouges, c'est de souligner que selon les pays, mais à l'intérieur du champ des fondations lui-même, il y a des positions complètement divergentes sur le rôle démocratique à tenir. Et il y a des fondations qui ont une conception de leur rôle démocratique complètement différente. Et d'abord, de leur lien à l'État. Il y a des fondations qui se conçoivent en complément de l'État, disant par exemple, nous, on va financer des expérimentations, des innovations sociales, bref, on va être là où l'État n'est pas. Et au contraire, l'État, lui, il institutionnalise, ou il fait des politiques publiques universelles, mais nous, on doit être là où l'État n'est pas. D'autres vont se concevoir en prolongement de l'État. Par exemple, quand des fondations assurent, on dit en France, des délégations de services publics, ou en gros sont en prolongement de l'action de l'État. D'autres encore se structurent en opposition à l'État, ou en alternative. Elles considèrent l'État comme un problème et l'alliance marché-société civile comme l'alternative. Ça peut être autant à gauche, qu'on va avoir des fondations qui vont financer des mouvements sociaux qui contestent le pouvoir politique de l'État, reproducteur d'inégalités systémiques, ou à l'inverse, dans la veine libertarienne, comme Bezos aux États-Unis, des fondations qui misent sur le marché contre l'État. Et en sens inverse, on a des États qui donnent des places complètement différentes aux fondations selon les États et selon les périodes. Là aussi, il y a des États qui disent la philanthropie doit servir comme sous-traitante, d'autres contractualisation, d'autres partenariats formels. Et entre les deux, on a aussi des fondations, des fois, qui refusent de prendre la place de l'État. Moi, j'ai travaillé sur des fondations comme ça qui refusaient parfois la place qui leur était allouée par l'État, y compris pour le remplacer sur certaines missions.
Bref, je pense qu'il y a un intérêt très fort de comprendre le champ philanthropique comme un espace complexe, dynamique, loin d'être homogène, y compris loin d'être homogène dans sa conception même de sa propre légitimité politique au sein d'une démocratie. Et moi, je vois bien des oppositions entre fondations sur le rôle même de la philanthropie du point de vue de la démocratie. Deuxième conclusion, quand on pense aux grands philanthropes, il y a souvent l'idée qu'ils sont tout-puissants et que si on sait ce qu'ils ont derrière la tête, on peut en déduire le sens de l'action de leur fondation ou des groupes qu'ils financent. Donc, c'est des débats incessants sur qu'est-ce que Bill Gates a derrière la tête, qu'est-ce que Jeff Bezos a derrière la tête. Je vous déclare officiellement que je m'en fiche totalement parce que j'ai fait quelques études de sciences politiques et on sait bien en sciences politiques, quand on travaille par exemple sur les politiques publiques, que entre ce qu'a imaginé un ministre de l'Éducation en se levant le matin et en se disant c'est ça qu'il faut faire, et ce que devient une politique une fois qu'elle passe au Parlement, une fois qu'elle passe à travers des ministères, une fois qu'elle est mise en œuvre dans différents réseaux, qu'elle est appropriée localement différemment, qu'il y a une distance énorme entre ce qu'a derrière la tête la personne et ce que ça donne à la fin. Et ça, c'est quand on travaille sur les politiques philanthropiques, quand on travaille non pas sur le haut, qu'est-ce qui est marqué sur la fondation, qu'est-ce que j'en ai derrière la tête, mais par le bas, sur ce que donnent des politiques philanthropiques, c'est le quotidien, c'est la normalité des politiques philanthropiques. Le fait aussi que la fondation peut s'autonomiser par rapport aux donateurs, et ça aussi c'est très fréquent dans l'histoire de la philanthropie, qu'entre ce que finance la fondation Ford aujourd'hui par rapport à ce qu'avait derrière la tête grand-papa Ford dans les années 30, il y a plus qu'un monde et il doit se retourner dans sa tombe, voire être proche du saut périlleux arrière. Je rappelle que les héritiers Ford, dès les années 70, ont démissionné de la fondation Ford parce qu'ils la trouvaient beaucoup trop à gauche. Bon. Aujourd'hui, les fonds de la famille Rockefeller s'opposent en partie aux entreprises tirées de l'empire Rockefeller, Exxon, etc. sur le changement climatique et sont même sur un positionnement différent de la fondation Rockefeller qui a d'autres manières d'agir. Bon. Donc, je fais un plaidoyer pour une analyse par le bas des politiques philanthropiques plutôt que de continuer à s'acharner, à essayer de deviner ce qu'a derrière la tête, monsieur ou madame, ou de lire entre les lignes ce qu'il y a sur le site de la fondation. Donc, c'est un plaidoyer pour l'analyse par le bas des politiques philanthropiques. Troisièmement, quid des modalités actuelles de la philanthropie à l'âge des inégalités et d'urgence écologique? Bon, ça a un lien avec ce que je viens de dire auparavant. Je pense qu'il y a un piège très fort d'une lecture centrée sur le donateur, qui est extrêmement dominante aujourd'hui dans les études sur la philanthropie. Donc, la lecture centrée sur le donateur, son intention, ses valeurs, il y a un piège pour l'analyste et il y a un piège pour le donateur lui-même. Parce que c'est vrai que son pouvoir tient à son arbitraire, sa bonne volonté, personne ne l'a obligé à donner, c'est son choix. Hein. Or, le sens du don, il n'est pas donné. À la fois, ce que je vous ai dit, il y a des politiques philanthropiques qui deviennent complètement autre chose que ce qu'il avait imaginé, mais parce que même le sens du don n'est pas donné, ou pas seulement, même par celui qui le donne. D'abord, il y a celui qui reçoit, qui peut le vivre différemment. Il y a une résonance qui peut être produite par la configuration sociétale dans laquelle il s'inscrit. Et par exemple, dans un monde où, au niveau mondial, entre 1995 et 2021, on sait que les 1% les plus riches ont capté 38% de tout le patrimoine supplémentaire accumulé, alors que les 50% les plus pauvres n'en ont capté que 2%, c'est le dernier rapport sur les inégalités mondiales, ou que pendant la pandémie, on a assisté aux années où la part de richesse aux mains des milliardaires a le plus fortement cru au XXIe siècle. C'est sûr que le sens du don a une résonance qui échappe en partie au donateur, même si le donateur le fait dans un sens de solidarité, n'empêche qu'au niveau sociétal, il y a des contextes qui produisent une résonance et qui donnent un sens qui peut échapper très largement au donateur. Au Canada, on a 10 principaux milliardaires. Pendant la pandémie, leur richesse a cru de 12 milliards. La moitié de ces milliardaires ont des fondations importantes qui font un travail important. Mais c'est sûr que le contexte offre une résonance et un sens au niveau même structurel à leurs dons qui leur échappent très largement. Idem, et je termine là-dessus, l'urgence climatique rend caduques certains sous-textes philanthropiques. Par exemple, un des sous-textes qui est que les fondations sont éternelles. Ou encore que le placement de leur capital est neutre politiquement, que c'est juste une stratégie financière qui permet d'actualiser la mission en faisant des dons. Bon, on voit bien aujourd'hui qu'on a des fondations qui se posent la question de, y compris quand elles existent depuis 80 ans, de dire mais si on est conséquent, vu les problèmes qu'il faut affronter maintenant, à quoi ça sert de se penser éternel encore? C'est maintenant qu'il faut
agir, et y compris peut-être mettre la clé sous la porte en dépensant tout le capital. Donc il y a des contextes socio-économiques qui sont surdéterminants par rapport à l'action philanthropique, par rapport au sens de la philanthropie. Et c'est un peu tout ça dans ce livre qu'on a voulu aborder, le fait que la crise de la représentation démocratique, de l'ordre électoral, la défiance envers les institutions, tous ces paramètres sociétaux, ils donnent un sens particulier à la philanthropie, que les philanthropes le veuillent ou non. Voilà, je m'arrête là. Merci Sylvain pour cette riche présentation. C'était super. Je vais couper l'enregistrement et on va pouvoir passer